Je pense que on peut commencer tout doucement et les personnes qui arrivent peu à peu se grefferont et s'intéresseront au fur et à mesure. De toute façon, après le webinaire, le support vous sera partagé à tous ceux qui ont participé. Même certaines personnes n'ont pas pu se rendre disponibles. On peut tout à fait leur transmettre le diaporama. Donc, du coup, si vous êtes OK, je vous propose qu'on commence. Donc, tout d'abord, merci à toutes et à tous pour avoir répondu présent à ce webinaire qui vise à découvrir le projet participatif qui est Sentinelle de la nature. Donc, c'est un des projets un peu majeurs de France Nature Environnement puisque la fédération FNE je dispatche en fédération territoriale sur l'ensemble de la France et aussi un peu en outre-mer, donc la Guyane et Mayotte. Et donc, du coup, c'est un peu la plateforme citoyenne principale qui permet d'avoir une visibilité sur les actions qui peuvent être menées sur l'ensemble de la France. Donc, tout d'abord, euh, hop, le webinaire va se dérouler en plusieurs parties. Donc, la présentation de FNE Hauts-de-France, le programme Sentinelle de la nature, le rôle des sentinelles, parce que c'est, comme je vous disais, c'est une plateforme citoyenne. Donc, ça va être très important pour nous d'avoir des citoyens qui vont se mobiliser, qui vont nous faire part de ce qu'ils observent dans l'environnement. Le rôle de FNE Hauts-de-France, donc les démarches qu'on peut mettre en place suite à vos signalements. Quelques exemples de signalements, que ce soit des dégradations ou des initiatives. L'OFB va ensuite témoigner de son fonctionnement, donc surtout au niveau des Hauts-de-France avec l'unité départementale de la Somme, et un temps de questions-réponses pour échanger sur ce qui aura été dit va clôturer cette présentation. Donc, tout d'abord, moi, je suis Pia Brûlé, je suis en service civique chargée de mission Sentinelle de la nature à France Nature Environnement Hauts-de-France, et ce jusqu'à début novembre. Je suis du coup en accompagnement de Perrine Dereux pour l'aider justement à animer la plateforme. Perrine Dereux qui est coordinatrice de FNE Hauts-de-France. Donc, l'association a un bureau et Perrine est la salariée de la fédération territoriale. Nous accueillons aujourd'hui deux membres de l'OFB, donc Sylvie Portefait, chef du service régional police OFB, et Guillaume Duchemin, qui va arriver un petit peu après, qui est inspecteur de l'environnement et adjoint au chef. Hop, pardon, il y a la barre qui se met adjoint au chef de service, donc service départemental de la Somme. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter FNE Hauts-de-France et le programme qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, FNE Hauts-de-France est une fédération régionale qui agit sur les 5 départements des Hauts-de-France. Donc, elle est arrivée en 2017 après la fusion des deux anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. C'est aujourd'hui 20 associations avec plus de 3000 adhérents. Donc, c'est notamment le Go, nous Picardie Nature, ou même d'autres associations plus locales qui sont tout aussi mobilisées. Elle est membre du réseau national FNE qui compte, elle, plus de 6000 associations. Et elle est présente dans plusieurs commissions consultatives du territoire pour intervenir sur plein de thématiques, parce que l'environnement, c'est très large. C'est tout ce qui est pollution de l'air, de l'eau, du sol, tout ce qui est déchets, protection de la biodiversité, mais aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, le projet Sentinelle de la nature a un objectif assez grand, assez principal, c'est de géolocaliser partout en France les dégradations des milieux naturels, les résoudre et promouvoir les pratiques vertueuses. Donc, c'est indiquer tout ce qui est dégradation à l'environnement. Donc, tout, comme je vous disais, les pollutions, les dégradations aux espèces, la biodiversité, mais on vise principalement en ce moment à mettre en valeur tout ce qui est bonnes actions. Parce que vous soyez citoyen dans une association ou en tant que particulier principalement, vous pouvez faire des choses à votre échelle et c'est de dire, bah, on vous entend et on vous met en valeur.
Donc, le projet a été créé par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature en 2015. Il se déploie à l'échelle nationale en 2017 et il s'ouvre à l'outre-mer avec la Guyane et Mayotte en 2021. Il faut noter par contre que ça, c'est le projet qui s'appelle comme ça, est construit comme ça, mais il y a des projets similaires antérieurs à 2015 qui ont déjà vu le jour. Par exemple, Picardie Nature a mis un projet sur pied en 2008 par rapport à ce genre de participation citoyenne, on va dire. Donc, il y a plusieurs objectifs. La mobilisation des citoyens pour leur environnement et la bonne qualité de cet environnement. Permettre aux citoyens d'être observateurs et acteurs de la protection de l'environnement parce qu'ils vont valoriser les bonnes actions, mais ils vont signaler des dégradations sur lesquelles il faut agir. Et ça permet aussi d'expliciter les démarches effectuées par la fédération territoriale pour la protection justement de cet environnement. Donc, comme je vous disais, c'est une plateforme citoyenne. Donc les sentinelles, c'est des personnes qui observent, qui alertent sur un certain nombre de situations. Et donc, tout bénévole, tout citoyen qui souhaite agir avec FNE peut, d'une façon très, très simple, nous faire part de ce qu'ils observent. Donc, c'est un site internet et une application mobile. C'est un outil de veille qui permet aux citoyens d'alerter les associations de terrain et de valoriser les actions favorables. C'est un outil de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Donc, je vous montrerai la page un peu d'accueil sur laquelle vous arrivez en arrivant sur Sentinelle de la Nature. Et c'est une action citoyenne puisque la charte de l'environnement, article 2, nous indique que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Donc, c'est un devoir du citoyen d'agir à son échelle pour la protection de l'environnement. Donc voilà, vous avez ici la page d'accueil. Donc, vous voyez le logo consulter avec la carte interactive nationale. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est tout ce qui est dégradation qu'on a publié sur cette carte nationale. Tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est initiative. Donc, on voit que le territoire est très bien traité, mais ce que vous voyez n'est pas la réalité non plus de tous les signalements qui sont reçus sur la plateforme. C'est vraiment les plus remarquables, ceux pour lesquels il y a une finalité, etc., qui sont publiés. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, il y a l'onglet signaler. Donc, ça, c'est l'onglet qui va vous intéresser quand vous voudrez mettre un signalement sur la plateforme. Il y a l'onglet campagne, donc c'est des campagnes d'information sur des thématiques spécifiques. Donc en ce moment, c'est sur la pollution lumineuse. Après, il y a eu sur la protection des haies, sur les déchets en cours d'eau, toutes sortes de thématiques qui vont pouvoir avoir des webinaires pour en apprendre davantage et pouvoir agir concrètement à son échelle de citoyen. Il y a aussi l'onglet fiches pratiques qui peuvent vous être utiles puisque c'est des fiches selon des thématiques de pollution, de situations qui peuvent être retrouvées dans l'environnement, qui vont vous donner on va dire les premières clés d'action selon les situations que vous pourrez observer. Donc, pour signaler, vous sélectionnez la région dans laquelle vous êtes. Donc là, on est FNE Hauts-de-France. On va dire, on est en Hauts-de-France, on sélectionne la région Hauts-de-France. Ensuite, vous avez le choix de choisir dégradation environnementale ou initiative favorable à l'environnement. Le procédé, les informations à émettre sont similaires. Donc, du coup, je vais vous montrer l'exemple d'une initiative positive. Donc là, c'est une fiche publique que vous pouvez retrouver si ça a été publié sur la carte interactive. Vous pourrez le retrouver sur la page d'accueil que je vous ai indiquée juste avant. Donc là, vous avez le titre, plantation d'une haie bocagère, et vous avez la date. Donc, quand c'est une dégradation, date de constatation. Quand c'est une initiative, date et fin de l'initiative. Ensuite, vous avez la description. Toutes les informations que vous pourrez mettre pour illustrer la situation que vous observez ou pour laquelle vous participez sont bonnes à prendre, soit pour mettre en valeur, soit pour nous
nous permettre d'agir au niveau des autorités compétentes qui seront informées. Il est essentiel aussi de mettre une localité. Vous pouvez mettre, si c'est approximatif ou si c'est une adresse précise, vous pouvez le mettre par des coordonnées GPS ou mettre un petit commentaire de localisation. C'est possible aussi. Ce qui est primordial pour nous, c'est que vous mettiez aussi des photos. Parce que les photos, ça va nous permettre de visualiser directement la situation. Donc, soit là, vous voyez, c'est un groupe, une action. Donc, du coup, ça permet de mettre en valeur le travail qui a été mis en place. Mais par exemple, un dépôt de déchets, euh, on va mettre la photo pour que les matériaux, la superficie, l'endroit même, s'il y a des incidences au niveau de l'espace naturel sur lequel ils sont abandonnés, tout ça, ça va permettre d'avoir un poids dans les courriers et dans les contacts qu'on va pouvoir établir par la suite. Donc là, c'est bien de faire des signalements, mais sur quel sujet est-ce que vous pouvez les faire? Donc concernant les dégradations, il y a vraiment plein de sujets possibles. Tout ce qui est aménagement du territoire, urbanisme, donc les plans locaux d'urbanisme, des projets de construction, tout ça, si ça vous semble légal ou illégal ou avec des points de non-communication ou des choses comme ça, vous pouvez nous le signaler et nous, on va faire des recherches, on va vous mettre à participation aussi pour essayer d'avancer et de se renseigner sur ces sujets-là. Il y a aussi tout ce qui est industriel par des installations ou ouvrages, tout ce qui est coupe d'arbres, défrichement, tout ce qui est travaux, installation en bord de cours d'eau, tout ce qui est travaux d'aménagement, extraction, assèchement, etc. Tout ce qui est dépôt de déchets, ça c'est la majorité des signalements qu'on reçoit, c'est sur les dépôts de déchets, mais aussi il y a du déversement de substances polluantes, des hydrocarbures, des huiles, etc. Il y a aussi du brûlage illégal, des rejets atmosphériques, des produits phytosanitaires, que ce soit sur des terrains, du sol ou des cours d'eau. Mais aussi, on s'intéresse à tout ce qui est activités sportives et de loisirs qui peuvent être impactantes, mais aussi tout ce qui est chasse et pêche avec des actes illégaux. Euh, du coup, qui dit environnement dit aussi biodiversité, donc tout ce qui est atteinte à espèces et habitats protégés, tout ce qui est pollution lumineuse, développement d'espèces exotiques envahissantes et mesures compensatoires qui peuvent être non réalisées ou insatisfaisantes. Tout ce qui vous paraît soit bizarre comme situation, soit peut-être illégal, vous nous l'indiquez et nous, on va faire un gros tri, le maximum du tri qu'on puisse faire selon les informations que vous nous donnez, afin de déterminer si oui, il faut faire des actions et dans ce cas-là, lesquelles. Donc, comme je disais, dans votre signalement, le plus détaillé, faire le plus détaillé possible. Donc, tout ce qui est volume, tout ce qui est matériaux, tout ce qui est substances polluantes rencontrées, tout ce qui est présence d'espèces ou d'espèces protégées, zone Natura 2000, SNIEF, si c'est des oiseaux, etc., chauves-souris. Si c'est une dégradation ponctuelle, continue, réversible ou irréversible, si une autorité compétente a déjà été contactée, si elle a déjà fait un rapport, si l'auteur présumé des faits ou propriétaire du terrain est connu, et en globalité, c'est tout simplement l'historique du dossier. Si FNE, c'est la première association que vous contactez ou s'il y en a eu d'autres, si votre combat il dure depuis plusieurs années, si vous avez des documents de rapport, par exemple, si ça touche à la santé, si ça touche au sol, aux espèces, etc., plein de rapports que vous puissiez avoir et surtout, mettez bien les photos horodatées pour témoigner de la constatation. Donc, au niveau des initiatives positives, c'est là où on n'ose pas forcément mettre en valeur ou on n'y pense pas surtout. Donc, on aura forcément de la gestion raisonnée d'espaces verts, donc un jardinage écologique, des jardins partagés, des jardins pédagogiques, des cueillettes. Ça peut être un site nettoyé ou réhabilité. Donc, ça peut être ramassage des déchets. Là, le 20 septembre, on a eu le World Cleanup Day. Ça peut être vous voyez qu'une carrière a été bien réaménagée comme avant son exploitation. Ça peut être tout ce qui est bonne qualité de l'air, tout ce qui est protection de la biodiversité, donc des centres refuges, des, des refuges LPO, etc. Ou même dans votre jardin, vous mettez des aménagements pour les hérissons, vous mettez
des tas de bois, enfin, plein d'aménagements sont possibles pour la biodiversité, vous pouvez le mettre en valeur sur Sentinelle de la nature. De même que, par exemple, vous plantez des haies, vous entretenez des haies bocagères, vous stoppez un projet qui porte atteinte à l'environnement, vous aménagez respectueusement les berges, vous préservez la qualité de l'eau, ça peut être mis en valeur. On y pense moins, mais tout ce qui est médias indépendants, tout ce qui est centre communautaire, habitat partagé, tout ce qui est ressources en droit de l'environnement qui nous sont apportées aux mobilisations citoyennes diverses peuvent être valorisés également. Au niveau de l'agriculture ou de l'alimentation, tout ce qui est circuit court de distribution locale aux restaurations, aux cantines, utilisant des produits locaux et bio, peuvent être mis dans un signe de la nature. Donc, on a eu un signalement aussi, enfin un signalement, une initiative aussi par rapport à de la ressourcerie. On n'y pense pas, mais dans votre quartier, il peut en avoir une. Le fait de la faire connaître peut faire une promotion d'un cercle vertueux pour réutilisation d'objets que vous n'utilisez plus. Donc, pour les initiatives positives, on va s'intéresser à tout ce qui est horaire, modalité d'inscription, matériel à apporter, tout ce qui est déroulement, tout simplement de l'initiative positive. Et si c'est un bilan, vous voulez mettre en évidence quelque chose qui s'est déjà passé, vous pouvez aussi ajouter le nombre de participants pour montrer que votre action, elle a eu un poids significatif aussi dans votre quartier, dans votre ville, on ne sait pas. Donc ensuite, on va recevoir tous ces signalements-là. FNE va faire un gros tri dans les signalements, donc voir si c'est en effet illégal, voir si on a toutes les informations, voir quelle autorité vers laquelle on peut se tourner. Donc là, vous avez un petit panel d'autorités pour laquelle on va prendre contact pour différents sujets. Donc, souvent, on va prendre contact avec les mairies parce que le maire est responsable de la salubrité des communes. Donc, tout ce qui est dépôt de déchets, pollution diverses, on va se tourner vers elle. Ensuite, on va contacter l'OFB pour tout ce qui est risque pour la biodiversité. Donc, je vous parlais juste avant de tout ce qui était cours d'eau, tout ce qui était sol, toutes les pollutions qui peuvent atteindre les espaces naturels. On va les orienter vers l'OFB. Après, un gros tri, on essaye de faire le maximum de tri, mais forcément, selon les informations qu'on a, ça va dépendre. Ensuite, la DREAL intervient sur tout ce qui est installation classée pour la protection de l'environnement, donc ICPE, ce qui est projet d'aménagement, qualité de l'air, de l'eau, mais toute autre prévention de risques naturels et technologiques. La DTT, ça sera plutôt au niveau des autorisations et déclarations préalables, parce que quand on fait des travaux, par exemple des permis de construire en zone sensible ou d'autres types de travaux qui concernent des espaces naturels ou les sols, on va pouvoir se tourner pour savoir si des autorisations ont été émises ou si c'est fait sans. L'ONF, ça sera plutôt au niveau des forêts publiques. Donc, tout ce qui concerne les forêts publiques, ça va être eux. Donc, tout ce qui est dépôt de déchets, brûlage illégaux, pollution, atteinte à la biodiversité. L'agence de l'eau, comme son nom l'indique, ça sera des pollutions dans les cours d'eau et la gestion de ressources en eau. Au niveau des PNR, les parcs naturels régionaux, ils ont des équipes aussi qui peuvent faire des contrôles et faire des rapports au niveau des espaces protégés, de la biodiversité qui y habitent. Et pour en finir, souvent, tout ce qui est pollution de sol, pollution de l'eau, va amener des problèmes au niveau de la santé humaine. Donc l'ARS va pouvoir être contactée au niveau de pollution chimique ou sanitaire qui impacte notre santé. Donc maintenant, on va passer à quelques exemples de signalement. Donc, j'ai sélectionné deux exemples de dégradation et deux exemples d'initiatives pour que vous voyez un petit peu euh, des choses plus concrètes. Donc là, Perrine va vous présenter un dépôt de déchets au niveau de Cany. Ouais, merci Pia. Donc oui, j'ai choisi cet exemple-là parce qu'on en a vu le début en 2023 et on en a vu l'aboutissement là en 2024.
Et j'aime bien, alors entre guillemets, ce signalement, mais parce que il montre un peu la diversité des manières dont on peut traiter les choses. Il y a pas de traitement linéaire dans ce qu'on va faire au niveau de Sentinelle de la nature. Et là, en l'occurrence, donc décharge sauvage, c'est aussi la moitié de nos signalements, hein. Donc il faut imaginer qu'en en 2024, on a eu 274 signalements sur la plateforme. La moitié, c'est consacré aux décharges sauvages. Donc l'idée de nous faire part de ces dégradations, c'est qu'on va avoir un traitement évidemment pompier, hein. L'idée, c'est que ça ne reste pas en place, parce que c'est un peu le syndrome de la fenêtre cassée. C'est si vous avez un petit dépôt, ça devient un énorme dépôt. Et donc là, en l'occurrence, ça a été signalé par un maire. Donc habituellement, c'est plutôt les citoyens qui nous signalent les dépôts de décharges sauvages. Et dans ces cas-là, on contacte la mairie. Quand c'est sur le secteur public, ça va être de leur ressort de faire en sorte de débarrasser les déchets. Sauf que là, bah, c'est le maire qui nous a contactés. Et ça, c'est quelque chose qui devient assez récurrent parce que c'est des gros dépôts, c'est des camions qui sont vidés avec des déchets travaux, hein, mais également des déchets de maison. Il faut imaginer que des fois, c'est des maisons complètes qui sont vidées comme ça sur le bord de la route ou dans le fond d'une forêt d'ailleurs. Et que les maires, s'ils ont à traiter ça, bah, ça leur coûte leur budget communal. Donc l'enjeu là-dessus pour un maire, c'est d'aller trouver finalement la personne qui a déposé le déchet et de déposer plainte. Donc c'est ce qui s'est passé avec le maire de Cany. On lui a prêté parce qu'il était un peu démuni pour retrouver les coupables. Et donc il y a un outil qui est parfaitement utilisable et mobilisable. On l'a fait en accord avec bien sûr la gendarmerie d'Amiens, c'est les appareils photopièges. Vous avez le droit de mettre un appareil photopiège sur un domaine public, évidemment, hein, et d'attraper, on va dire, le camion. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Le maire a profité de son rôle de police pour pouvoir recueillir la plaque d'immatriculation et déposer plainte contre ce véhicule, hein, contre les gens dedans. L'ennui, et là vous vous dites, chouette, dépôt de plainte, bon ben ça va aboutir. Pas du tout, parce que malgré la plainte, ça avait été classé sans suite. Vous imaginez le désespoir de ce maire. Et donc, classé sans suite, le préfet a été appelé à la rescousse, le préfet a mis en place une concertation citoyenne, autant vous dire qu'on partait sur des machines, des usines à gaz. Et finalement, le maire a fini par retrouver, à travers ses liens avec la gendarmerie, le nom de cette personne à qui appartenait la camionnette. Et ce qui a été fait, c'est que on a été demandé à cette personne d'aller nettoyer les déchets et d'aller régler la note auprès de la mairie. Et donc, on n'est pas passé par le droit parce que finalement, le droit ne nous a pas aidés là-dessus, vu la plainte classée sans suite. Donc, la leçon à tenir de ça, c'est qu'effectivement, tout traitement de dégradation n'est jamais identique. Nous, on remonte ça, on essaye de faire des actions plus globales, on remonte ça au niveau national également pour avoir un plaidoyer sur le sujet, pour améliorer l'état des déchetteries, trouver les solutions pour régler ces différentes problématiques. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est pour vous dire que les traitements, en fonction de là où ça nous emmène, ce n'est jamais la même manière. Et bah d'ailleurs, je vais vous laisser avec Pia qui va vous présenter une deuxième dégradation qui n'a rien à voir et dont le traitement s'est fait, bah, vous allez voir, assez différemment. Merci. Donc là, maintenant, je vais vous présenter un exemple de signalement au niveau d'un déversement d'huile et d'AdBlue dans les caniveaux d'une commune. Donc, il faut savoir avant tout que là, c'était lors d'un incendie d'un atelier de réparation d'engins agricoles. Un déversement de centaines de litres d'huile et d'AdBlue arrive dans le caniveau. Donc, à proximité se trouvait un cours d'eau, donc possibilité de pollution, et surtout au niveau des égouts également. Donc, un barrage a été mis en place au niveau de ce caniveau, mais le maire a demandé à l'enlever en fin de journée. Donc, l'incompréhension de la sentinelle et un peu sa colère parce que
ne comprenaient pas pourquoi le maire de Saint-Maur avait demandé ce retrait de barrage. Donc, on a contacté la mairie, on a contacté la DREAL, l'OFB pour s'informer, pour contrôler, pour alerter, pour savoir si la situation était connue. Il se trouve qu'au niveau de la mairie, on a pu apprendre que le maire avait tenté de contacter la préfecture. Il n'avait pas réussi à les avoir. Donc, pour ne pas provoquer plus de risques routiers avec l'arrivée de la nuit, il a demandé à enlever le barrage. Et ensuite, la DREAL a pu venir contrôler la conformité de l'atelier de réparation. Et l'OFB a pu faire un contrôle des risques de pollution pour l'environnement. Et il s'est révélé qu'au niveau du cours d'eau, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de potentiel risque. Mais au niveau du caniveau, en fait, à chaque plaque d'égout, en tout cas à la plaque d'égout au niveau de l'atelier de réparation, il y a des cuves de récupération des huiles. Donc, même au niveau des égouts et autres, enfin, et autres endroits, aucun risque ne pouvait, euh, ne pouvait arriver réellement à cause de ces litres d'huile et d'AdBlue. Donc là, c'était pour vous montrer que ça peut aller dans une connexion un peu multi-acteurs, dans le sens où là, la sentinelle nous a avertis. On a envoyé un courrier comme il est commun à la mairie pour savoir, mais là, surtout, c'est une situation urgente pour savoir est-ce qu'on doit en urgence alerter l'Adréal, l'OFB pour savoir si c'était connu ou est-ce que la mairie avait mis en place des solutions. Et il se trouve que bah, on a bien fait de se diriger vers ces acteurs-là, puisque on ne s'attendait pas, mais c'était une réponse très spontanée, très réactive et aussi enfin, très, très, très bonne de l'OFB qui a fait un contrôle sur place, chose qu'on ne s'attendait pas à voir et qui était assez rassurant dans la prise au sérieux même de nos alertes qu'on leur fait. Parce que on leur envoie des courriers, on sait que ça va leur arriver, mais le suivi et la considération qu'ils vont donner à nos dossiers, c'est tout le temps rassurant de savoir que ça va être pris en compte comme il faut, quoi. Donc maintenant, au niveau des initiatives positives, moi, je voulais vous mettre un petit peu en avant une initiative personnelle. Parce que, par exemple, dans votre jardin, je vous disais, vous avez mis dans ce cas-là des aménagements pour biodiversité. On peut les valoriser. Donc ici, c'est une personne qui spontanément nous a, euh, nous a fait part de ses bonnes pratiques. Donc chaque jour, elle a une quantité significative d'insectes, d'abeilles, de papillons, de lézards, d'hérissons, parce qu'elle crée des espaces variés pour des zones d'ombre, des fleurs vivaces de toute saison, des murs de rondins de bois pour remplacer les étuyas. Elle laisse des amas de bois morts et de pierres. Elle met des points d'eau pour les oiseaux et hérissons. Elle fait attention aux peintures qu'elle choisit, aux huiles de traitement de bois qu'elle choisit. Et ça nous donne un résultat comme ça. Donc, elle nous montre euh, tout gaiement ce qu'elle a mis en place. Et en effet, certes, la pelouse est tondue, mais chaque endroit qu'elle a instauré, c'est des endroits réfléchis pour qu'une diversité de biodiversité puisse s'abriter en fait dans son jardin. Donc, dans vos moyens, à votre échelle, à la taille de votre jardin, etc., plein de choses peuvent être mises en place. Par exemple, une tonte différenciée, des zones de tontes différentes dans les périodes pour laisser tout le temps des coins d'abri pour la biodiversité. Là, c'est un deuxième, alors, là, c'est un deuxième exemple d'initiative positive puisque c'est une sentinelle qui, à un moment, a pris Perrine en disant un achat de ballon est organisé, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'annuler? Parce que ça va polluer, ça va déranger la biodiversité. Et c'est vrai qu'on ne se doute pas du tout de cette situation, mais en effet, les ballons, une fois lâchés, vont
vont finir dans les forêts, les cours d'eau, les champs. Ils vont alors devenir des déchets plastiques dangereux pour la biodiversité parce que les animaux peuvent les confondre avec la nourriture et les ingérer, ou les ficelles même peuvent étrangler la faune. Donc, c'est aussi, heu, au niveau du respect de la loi que ça pose problème puisque les ballons sont des déchets abandonnés. Donc c'est interdit par l'article L 541-46 du code de l'environnement, puisque les organisateurs peuvent alors être tenus responsables et risquer des amendes lourdes, voire des peines de prison. Donc c'est aussi un symbole qui est un peu dépassé puisque, avec les préoccupations, actuelles au niveau de l'environnement, on donne un message contradictoire aux enfants puisqu'on leur enseigne la protection de la nature tout en les faisant abandonner des déchets dans l'air. Et la ensemble, avec entre FNE et la Sentinelle, des alternatives festives ont été trouvées puisqu'il est possible de faire des plantations d'arbres, des cerfs-volants, des lanternes, des attrape-rêves, des bombes de graines, des fresques collectives qui peuvent garder cet aspect festif, mais être moins impactants pour la biodiversité. Donc suite à cela, la mairie, elle a annulé son lâcher de ballon et des alternatives pourront être trouvées par la suite. Donc c'est pour montrer que même à l'échelle d'une commune où on se dit: «Bah, c'est une tradition, c'est un grand événement», on peut trouver, on a une prise de conscience à avoir et on peut trouver d'autres façons de faire les choses moins impactantes pour l'environnement. Donc là, je vais vous laisser avec les agents de l'OEB qui vont vous montrer leur point de vue de sentinelle, leur fonctionnement et ils pourront détailler, les témoignages, les informations dont ils ont besoin pour agir. Ouais, bonjour. Côté OFB, vous nous avez demandé d'intervenir dans le cadre de Sentinelle et de nos missions suite à vos signalements. Donc, on intervient à deux voix. Donc, c'est Monsieur Guillaume Duchemin, chef du service adjoint de la Somme, qui va faire l'essentiel de la présentation. Puis, je ferai juste la conclusion. Euh, Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'établissement. Donc, l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public qui est dédié à la protection et à la restauration de la biodiversité. Nous avons 5 missions principales. Celle qui occupe la plus grosse partie de notre temps, puisqu'elle est variable suivant les services départementaux, c'est entre 50 et 70% de notre temps de travail, c'est la police de l'environnement. Que ce soit la préservation des habitats, la lutte par exemple contre les trafics d'espèces protégées, la préservation des milieux aquatiques, l'ensemble la gamme de nos prérogatives. Ensuite vient un gros volet qui concerne l'expertise scientifique et technique, qui est illustré ici par une pêche électrique, pour évaluer la quantité et la représentation des poissons dans les cours d'eau. Ça peut être très bien des suivis odonats, donc des libellules et autres. Des suivis, on participe également au programme Stock and Shop pour le suivi des oiseaux. Donc là, c'est environ entre 10 et 15% de notre temps de travail. Vient ensuite la mobilisation de la société au travers de diverses participations à des assemblées, réunions, aussi à certains, la représentation lors de forums et de d'appui au niveau du milieu scolaire. En termes d'appui, une partie de notre temps de travail consiste également à l'appui aux politiques publiques, qui est illustré ici par le suivi et la création d'une passe à poissons dans les cours d'eau, et enfin la gestion de certains espaces protégés comme la direction régionale le gère en partie dans les Hauts-de-France avec le syndicat mixte baie de Somme Grand Littoral Picard, la réserve de chasse nationale de chasse et de faune sauvage du Hable d'Olt, par exemple. Voilà. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, comme vous le constatez, l'OFB a un maillage territorial qui est fort, puisqu'il y a
1 à 2 implantations de services départementaux dans chaque département. Pour nous contacter, c'est assez simple, c'est le courriel qui est en encart bleu, donc SD, suivi du numéro de département. Je prends l'exemple de la Somme, c'est 80. Ensuite, @ofb.gouv.fr. Diapo suivant. En matière d'activité au niveau de la police de l'environnement, dans chaque service départemental, il y a entre 13 et 16 inspecteurs de l'environnement par département. Donc, la police de l'environnement, elle s'effectue sur 2 volets. Tout d'abord, un plan, la police administrative, qui est plutôt une police de prévention et de suivi des activités qui sont déjà autorisées. Ces missions de police administrative sont calées dans le cadre, elles sont sous l'autorité, pardon, des préfets de département, et elles sont calées dans le cadre d'un plan de contrôle des missions interservices eau et nature, donc qui attribue à chaque service de police des missions spécifiques, et apporte aussi parfois des éléments de réponse. Et pour les départements qui ont une façade maritime, le plan de contrôle et de surveillance de l'environnement marin, donc, qui cadre aussi l'activité des services. Pour le volet police judiciaire, qui est plutôt une police répressive, donc elle est déclenchée par 5 possibilités, soit un souhait transmis du parquet, soit une plainte, soit un recueil de témoignages, donc un témoin qui souhaite être auditionné dans nos services, soit le suspicion, donc un faisceau d'indices qui permet de créer une saisine judiciaire. Et dans le dernier cas, souvent le cas le plus simple, la constatation directe dans le milieu naturel. Voilà. Slide suivante. Donc là, vis-à-vis comment l'OFB fonctionne avec la FNE et la plateforme Sentinelle de l'environnement. Donc, lorsque vous effectuez un signalement sur cette plateforme, il est tout d'abord filtré au niveau de la coordinatrice de FNE Hauts-de-France. Ensuite, FNE nous saisit au biais d'un courriel, parfois d'un appel téléphonique, mais c'est souvent par courriel. Et donc, suite à ça, les inspecteurs de l'environnement se déplacent sur site si nécessaire. Alors, on a indiqué si nécessaire, car des fois, les sentinelles font monter à la fois par la voie de FNE et à la fois par la voie d'autres services. Et donc, il est déjà arrivé, nous avions déjà été saisis des suspicions d'infraction. Donc, les signalements avaient déjà été traités. Donc, on parle dans le cadre d'un déplacement. Des fois, on se rend sur le site et il n'y a plus rien, il n'y a plus de dépôt, ça a été débarrassé. Deuxième cas, on se déplace et là, c'est hors notre champ de compétences ou du plan de contrôle. Je vais prendre l'exemple de signalement, par exemple, de véhicules utilitaires hors service. Dans ce cas-là, nous effectuons une saisine d'une autre unité, comme par exemple la gendarmerie ou la DREAL. Donc, on transfère le dossier, on informe du dossier et de votre saisine des unités qui ont en charge cet intitulé dans le cadre du plan de contrôle. Troisième possibilité, il y a bien une non-conformité, donc le signalement est bien non conforme, mais c'est insuffisamment caractérisé. Le cas qui me vient à l'idée de suite, c'est un arrachage de haies qui a été fait par un particulier sur un très faible linéaire. Donc, souvent, c'est des haies en plus de tuyaux, donc assez peu intéressant en termes d'habitat. Faible linéaire, c'est une petite dizaine de mètres. Bon, là, dans ce cas-là,
on effectue une information et une mobilisation. Alors, ça peut être auprès du particulier, d'une entreprise et aussi une collectivité. Et les cas, quatrième cas, les cas plus importants, donc qui sont traités directement soit en police administrative, soit en police judiciaire. Donc police administrative, s'il y a déjà une structure et une autorisation de donner, et souvent en police judiciaire quand c'est des faits infractionnels qui n'ont aucune autorisation. Voilà. Diapo suivante. Donc, on vous a illustré quelques exemples de signalements avec des traitements bien différents. Vous voyez le premier cas, un signalement de dépôt de polystyrène dans une zone où il n'y a pas d'enjeu, enfin, pas d'habitat particulier, c'est pas en zone de protection particulière. Faible volume, impossibilité de déterminer l'auteur des faits. De fait, là, c'est un impact mineur et hors milieu naturel en jeu. Il n'y a pas de traitement par notre établissement. Exemple suivant. Donc, un exemple qui est concernant l'atteinte à des espèces protégées. Là, c'est manifestement du tir sur une buse variable, donc qui a conduit à la mort de l'oiseau. Détermination du mis en cause impossible dans l'état actuel. Toutefois, ce signalement n'est pas mis à l'écart. Il sert à orienter notre vigilance et les missions qui sont effectuées sur le secteur, notamment et plus particulièrement en période de chasse, puisque on peut craindre que ce soit dans ce cadre de cette activité que l'oiseau ait été abattu. Voilà, donc ça oriente réellement nos patrouilles sur le terrain. Cas suivant. Donc là, c'est un signalement qui arrivait par multiples canaux. La sentinelle, comme vous le voyez sur le cours d'eau, une végétation aquatique qui semble, enfin qui est grillée. Donc il y a une suspicion de pollution au glyphosate par une exploitation agricole voisine. Donc c'est un fait majeur important. Et en fait, lorsqu'on s'est rendu sur le terrain, il y avait une baisse du niveau d'eau qui avait permis des conditions d'assec, et ça avait provoqué la mort des végétaux, et l'exploitation voisine ne pouvait nullement pas être mise en cause puisque l'écoulement était inverse par rapport à cette zone. Donc, voilà. Donc, mais vous voyez, on se déplace dès que France Nature Environnement nous sollicite, on se déplace sur site dès que c'est nécessaire et que ça nous semble pertinent. Un autre cas, donc un signalement qui a été effectué en mai 2022, pas de constatation sur le coup, mais nous l'avons repris notamment cette année dans le cadre d'un plan de lutte départemental contre la délinquance environnementale qui avait été lancé par Monsieur le Préfet. Et donc, on avait repris l'ensemble des signalements, d'où l'intérêt aussi de cette base de données, puisqu'elle nous permet un traitement à la fois en réaction et à la fois en utilisation des données quelques temps plus tard. Et c'était le cas pour ce signalement-là. Donc une plateforme avec des charges, enfin signalement comme des charges sauvages, et en fait il s'agissait d'un établissement qui était autorisé mais qui dysfonctionnait. Donc il y a eu un volet de police administrative qui a été mis en route avec la direction régionale de l'environnement, de l'alimentation et du logement. Voilà, donc une utilité, hein, toujours, même si parfois les cas sont pas traités immédiatement, on a toujours possibilité que cette base de données Sentinelle de le traiter ultérieurement. Et ça peut être aussi le cas, par exemple, si on revient sur l'exemple de la buse de tout à l'heure, d'avoir, si on arrive
à prendre sur le fait un auteur en infraction de tir sur une espèce protégée, on pourra remonter sur les signalements précédents et amener des éléments de caractérisation de l'infraction. Diapo suivant. Oui, donc en conclusion, ce que l'on peut dire, hein, c'est que comme pour enfin, côté FNE, hein, nous, on a vraiment besoin d'avoir des signalements géolocalisés, précis, et puis avec des photos. Ça nous permet, avant tout déplacement, de savoir, enfin, d'évaluer, disons, s'il y a possibilité d'infraction ou pas, ou de non-conformité réglementaire. Parce que, bon, globalement, en termes de réglementation, on balaye un certain nombre de thématiques et donc on voit si ça peut correspondre ou non à une infraction. Ça nous permet aussi de vérifier si une activité n'a pas pu être autorisée par un acte administratif. Typiquement, s'il y a un arrachement de berge, par exemple, qui est signalé, on se retourne vers la DDT pour savoir s'il n'y a pas eu une déclaration et une autorisation pour faire cet arrachement de berge. Ça nous permet aussi de déterminer ce qui est le plus pertinent, se déplacer, faire le lien avec d'autres administrations, ou bien alors faire se déplacer éventuellement conjointement si ça relève à la fois de compétences de réal DDT et aller avec eux suivant l'impact du signalement, ou bien alors orienter le signalement vers celle-ci. Par exemple, je pense aux installations de stockage des déchets inertes qui sont de la compétence de l'ADREAL. Quand on voit, quand le signalement est en lien avec ce type de structure, eh bien, on oriente nous vers l'ADREAL. Donc, on a une connaissance quand même de tout le panel des services administratifs susceptibles de traiter les dossiers avec nous ou tout seul. Et donc, vraiment, la précision des signalements est importante. Et dans tous les cas, si on se déplace, si on constate une non-conformité, une infraction, c'est jamais l'OFB qui décide seul de ce qui va être, de la suite qui va être donnée. Quand on est plutôt côté police administrative, alors là, on rend compte et c'est plutôt les services de l'État, donc les services du préfet qui décident d'une suite administrative. Ça peut être un arrêté préfectoral de mise en demeure. Sur le côté judiciaire, là, on rend compte de nos constatations quand on constate des faits susceptibles, enfin des faits correspondant à des infractions. On rend compte au parquet et c'est lui qui décide en fonction des éléments que l'on porte à sa connaissance, s'il y a lieu ou non de poursuivre une enquête judiciaire, de faire des investigations complémentaires ou pas. Mais en tous les cas, donc c'est tout à fait intéressant quand il y a vraiment des impacts sur des milieux naturels enjeux, zones humides, bois, cours d'eau, bien sûr, des impacts importants. C'est vrai qu'on trouve tout à fait intéressant d'avoir des signalements. Il y a les signalements de FNE, on a aussi toute une série de signalements qui nous arrivent par des voies diverses et on se penche sur chacun pour voir s'il y a lieu ou non de donner suite. Donc voilà en termes d'action de l'OFB suite au signalement Sentinelle. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, on est prêt à y répondre. Juste avant, du coup, la phase de questions, merci beaucoup à vous deux. Juste avant la phase de questions, Perrine va vous présenter en quelques mots la campagne d'information qui est en cours, donc Sentinelle de la nuit, qui a commencé début octobre et qui se déroule tout octobre, tout novembre. Ouais, tout à fait. FNE Hauts-de-France et en partenariat avec FNE Nouvelle-Aquitaine, on est chargé des campagnes, ce qu'on va appeler les campagnes sentinelles de la nature partout en France. Donc ce mois-ci et jusqu'au mois de novembre, ça va être la campagne pollution lumineuse. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir sur le site Sentinelle de la nature. On met en place à l'occasion en fait de cette campagne de nombreux webinaires
pour vous monter en compétence, vous les sentinelles, sur les sujets d'atteinte à l'environnement. En l'occurrence, pollution lumineuse, c'est principalement des atteintes plus que des initiatives. Et voilà. Et derrière, c'est typiquement, il y a un sujet dont Françoise Jouve d'ailleurs est fervente militante, c'est le retrait de tout ce qui est lampadaire boule qui illumine l'immensité du ciel et ennuie tout ce qui est faune et qui est surtout interdit depuis le 1er janvier 2025, accessoirement. Voilà, donc c'est des missions qu'on mène, donc faut pas hésiter à à venir nous poser des questions. J'anime à cette occasion un webinaire Devenir Sentinelle de la nuit le 4 novembre pour vous donner les détails d'ailleurs sur ce sujet, mais n'hésitez pas à aller vous inscrire aux autres webinaires. C'est gratuit et c'est toujours très instructif. Et vous avez affaire en fait à tous les référents Sentinelles de la nature qui sont répartis partout en France. Donc ça pourrait être Bretagne qui vous parle, mais en vrai c'est le même sujet que dans les Hauts-de-France. Donc c'est toujours très instructif. Voilà, voilà.